du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Dimanche 3 juillet 2022, mesdames, messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre au D12 de Pyramide FM. 13 corps sans vie à Bako, une personne décédée à Traka, d'autres victimes des routes enregistrées au Togo la dernière semaine du premier semestre de l'année. Le bilan en fin d'année risque d'être mauvais. Quand ils ou elles sortent pour se chercher de quoi se nourrir et nourrir leur famille, ils ou elles ne savent pas toujours qu'il s'agirait d'une sortie sans retour. À Bako, dans la préfecture de Hao, ce sont des femmes d'autres marchés qui allaient au marché de Gléi pour s'approvisionner. Elles n'auront pas le temps d'atteindre le fournisseur puisque le véhicule ira s'écraser dans les ravins. Ce véhicule est-il bon pour les routes? Combien d'autres épaves de même type roulent chaque jour au Togo? Existerait-il, oui, nous, des solutions au transport des hommes et des marchandises? Les marchandises abondent par cette saison des pluies. Les flux par-ci, les produits vivriers par-là, et puis les divers biens de services et de consommation entre eux, les prix sont au galop. Il vaut d'un marché à un autre pour au final connaître des pics. Jeudi, le gouvernement et l'Assemblée nationale ont débattu du document d'orientation budgétaire. Selon les perspectives, la croissance sera de 5,9% cette année et de 6,5% en 2023. En vérité, que signifient ces chiffres pour les ménages du Togo? À l'Assemblée nationale, le ministre Sani Yaya s'est voulu rassurant. Pour consolider les acquis, disait-il, et faire face durablement aux défis, il a réitéré la volonté du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre des réformes et actions visant la transformation structurelle de notre économie. L'économie du Togo traîne les séquelles de la Covid. La pandémie semble n'avoir pas encore dit son dernier mot. Elle répondit et contamine à nouveau. Une centaine de cas détectés cette semaine. La tendance est ascendante à cause de nouveaux sous-variants du variant Omicron. La Covid va-t-elle infecter à nouveau les grandes vacances? Juillet et août sont généralement des mois de grandes retrouvailles entre Togolais du Togo et Togolais de la diaspora en vacances au pays. La vaccination peut-elle sauver ces retrouvailles? Idem pour les fêtes traditionnelles. Dans quelques jours, la nouvelle série des rites traditionnels va être lancée. Sans aucun doute que ces fêtes vont être très belles après 2 ans de suspension. Mercredi, la fête a été aussi belle à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis au Togo. Le 4 juillet, célébré à l'avance, a particulièrement permis de célébrer les relations entre le Togo et les États-Unis. Le 4 juillet 1776 est américain. Le 5 juillet 1884 est togolais, puisque c'est ce jour que le protectorat définissant notre territoire a été signé. Les Allemands étaient à l'avant-garde de ce protectorat. Aujourd'hui, Allemands, Européens et Américains ont laissé le protectorat pour un protectionnisme sécuritaire. Le challenge des armes les plus performantes et les plus sophistiquées est de retour. Qui va disposer le meilleur arsenal? Qui, dans le même temps, pour nous protéger, nous, Africains? L'esprit de docteur Petit Kaolo, mort il y a 50 ans peut-être, ce footballeur de classe exceptionnelle a inspiré une génération de sportifs au Togo. Son nom est sans doute une référence pour les footballeuses du Togo présentes en ce moment à la CAN au Maroc. Votre invité est Badi Diabakate, essayiste et politologue togolais, le D12 au numéro 96 50 34 37 et puis 70 43 09 70. La mise en onde est assurée par Romaric Fretas. Badi Diabakate, bonjour. Bonjour Pierrot, bonjour aux auditeurs. Comment vous allez? Nous rendons grâce à Dieu et nous restons positifs. Merci. C'est notre premier rendez-vous du second semestre de l'année. Les 6 premiers mois ont été difficiles presque partout. Que retenez-vous de ces 6 premiers mois de l'année? Bon, je pense que la vie chère, hein, de façon générale, c'est la vie chère. C'est la vie chère qu'il faut retenir des 6 premiers mois de cette année parce que tout ne fait que galoper. Covid aidant, beaucoup de restrictions, peu d'emplois disponibles. Donc, malheureusement, c'est l'idée que nous gardons de cette première partie de l'année. Mais pour le reste, on dira que c'est le statu quo. Rien fondamentalement n'a changé. Est-ce que ça fait peur pour les 6 prochains mois? Ça ne peut que faire peur, surtout pour des gens qui vivent au taux du jour, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas d'emploi, qui sont dans la précarité et qui doivent peut-être travailler, qui doivent peut-être aller au champ avant de pouvoir manger. Ça fait peur parce que plus les prix augmentent, moins les ressources sont disponibles. Il y a lieu d'être inquiété. Mais je sais que nous vivons dans un pays, dans une société où la fraternité et autres aussi sont prédominants. Et ça aide beaucoup à tenir le coup. Il faut aussi, dans un tel contexte, saluer les efforts de la diaspora
parce que n'eût été aussi la diaspora qui de temps en temps injecte des fonds, je pense qu'on aurait peut-être atteint un niveau donné de la crise sociale. Donc nous profitons pour saluer la diaspora. C'est vrai que dans les centres de transfert de monnaie, on a constaté ces derniers temps une affluence qui est inhabituelle. Ça veut dire que les Togolais de l'extérieur n'ont pas oublié ceux qui sont à l'intérieur du pays. Effectivement. Vous êtes de confession musulmane et on sait très bien que la solidarité est un élément que vous connaissez très bien parce que chez vous, beaucoup partagent, préparent pour que tout le monde vienne manger. En ces temps difficiles, quel appel justement vous lancez à toutes les confessions, qu'ils soient catholiques, chrétiennes, qu'ils soient par exemple animistes? Non, moi je pense que ce n'est pas quelque chose de propre à la religion musulmane, hein. C'est quelque chose de fondamental pour tout être humain ayant des émotions, ayant des sentiments envers son prochain. Il doit comprendre que tant qu'il en a la possibilité, il doit aider les autres. Et ça n'a aucun lien fondamental avec une religion, mais c'est un principe de la vie en société. Dans la société, et comme on le dit, les 5 droits ne sont pas égaux. Ça veut dire que c'est aussi le reflet de la société. Et donc, il faut, quand on le peut, aider les autres. Mais, et je me rappelle, un défunt homme politique togolais me disait que le jour où il a décidé de s'engager en politique au Togo, c'est parce qu'il a constaté que tous les gens de sa localité, c'est lui qui les prenait en charge, alors que l'État avait une obligation de les prendre en charge. Donc, au-delà du social dont nous parlons, je pense qu'il faut une politique publique pour prendre en charge les gens dans la société. Et ça va sur plusieurs aspects, que ce soit en termes de fiscalité à revoir sur plusieurs produits, en termes aussi de promotion du consommé local pour que les gens puissent produire et être accessibles. En termes, à l'école primaire, au collège, on nous disait que la route du développement passe par le développement de la route. Ça veut dire aussi que l'accessibilité aux produits locaux, aux produits du champ, pour que ça revienne à moindre frais et aux consommateurs finaux. Donc il y a toute une panoplie d'actions qui doivent être tant dans le domaine privé que dans le domaine public de façon conjointe. Quand on prend les 6 premiers mois de l'année, c'est vrai qu'effectivement le sujet qui revient dans toutes les conversations, ou presque, c'est le sujet portant sur la vie chère. Vous séjournez au Togo, mais également à l'extérieur du Togo. Vous revenez de temps en temps au pays, mais à l'extérieur, quelle est la tendance? Je rappelle que vous séjournez en Afrique de l'Est. Quelle est la tendance là-bas? Non, je pense que la tendance en Afrique de l'Est, elle est similaire à tous les pays africains. Vous savez, quand vous prenez aujourd'hui l'Afrique de l'Est, on est plus aujourd'hui dans des tensions inter-États, des groupes armés qui sont assez actifs dans ces zones. Donc, vous comprenez que au moins à certains endroits, les gens sont à la maison et ne trouvent pas à manger. À d'autres endroits, les gens sont obligés de fuir la maison, mais aussi ne trouvent pas à manger. Donc la vulnérabilité, elle est générale, mais c'est l'esprit de solidarité qui permet à d'autres d'accueillir ceux qui n'en ont pas, ceux qui n'ont plus de chez, et de les recevoir. Mais aussi, comme je le dis, tant que nous allons dépendre en matière de consommation des produits exportés, importés plutôt, de l'Asie et de l'Europe et autres, ça continuera pas s'apesantir. Maintenant, vous prenez aussi une autre variable, c'est la monnaie. Aujourd'hui, le prix des produits dépendent de la fixation du dollar, qui est une monnaie sur laquelle nous n'avons pas de contrôle. Et peut-être vous prenez certains pays de l'Afrique de l'Est, eux tous ont leur propre monnaie, ce qui leur permet de réguler, d'ajuster par rapport aux fluctuations du dollar. Ce qui n'est pas le cas des pays de l'Afrique de l'Ouest, comme le Togo, qui sont arrimés au CFA et qui ne peuvent rien changer. Tant que le dollar continue pas à bouger, nous subissons, c'est tout. Certains pensent que la conjoncture actuelle est une aubaine, notamment pour un certain nombre de pays africains. Vous évoquez la question du consommé local, en même temps vous évoquez la question de la monnaie. Est-ce que vous pensez qu'à terme, les pays africains, s'ils peuvent éventuellement faire de la production locale, ont la possibilité de se créer une monnaie, puisque la question a été évoquée avec beaucoup de bruit ces dernières années, mais visiblement, on essaie de constater qu'on a fait du statu quo là. Non, je pense que c'est dans les pays CFA que peut-être cette question a encore le mérite d'être posée, mais dans les autres pays qui ont leur propre monnaie, on constate qu'il y a une différence, il y a une réalité. Vous savez, qu'on ait une monnaie forte ou pas, qu'on ait une monnaie paritaire, ça,
ce n'est pas la préoccupation de mes tantes qui sont à Djakase ou bien à Sekans et autres. Non. C'est peut-être vous et moi qui de temps en temps prenons des avions pour sortir, pour aller payer sur le marché extérieur. C'est nous qui nous préoccupons du cours du dollar et autres. Mais en réalité, le producteur à la ferme, lui, il veut juste être sûr que si je produis du maïs, je puisse en avoir en stock, mais aussi en vendre pour payer d'autres biens nécessaires pour moi. Donc, quand vous avez une habitude de consommation aussi qui n'est pas tournée vers l'extérieur, vous pouvez juste miser sur ce qui est transformé localement et consommé, et qui d'ailleurs est plus sain. Donc, de façon générale, je dirais la monnaie, elle est incontournable dans le développement d'un pays. Un pays qui a le contrôle de sa monnaie a le contrôle de son économie. Un pays qui n'a pas le contrôle de sa monnaie perd le contrôle de son économie. Vous parlez de maïs tantôt, et j'aimerais vous poser la question de savoir si, depuis que vous êtes là, vous en avez déjà consommé, le maïs frais. Vous en avez consommé? Bon, on ne peut pas échapper aux odeurs du maïs frais. mais il y a une curiosité cette année, c'est que même la guerre en Ukraine s'est retrouvée dans les champs. Et hier, je vous raconte cette anecdote sur laquelle vous allez réagir, sans doute. J'en ai trouvé installé au bord des rues au niveau d'Agonivier, là-bas. Le tas, c'est à 500 francs et vous avez juste 6 épis de maïs. C'est incroyable. Non, je pense que c'est normal. Hein. D'abord, pourquoi? D'abord, aujourd'hui, pour produire le maïs, la plupart de nos paysans font recours aux engrais, aux pesticides. Tout cela vient d'où? Ça vient d'autres pays, c'est exporté vers le Togo. Donc, si la crise en Ukraine, ou bien en Russie, comme on peut le dire, a des impacts sur d'autres pays producteurs, bien évidemment, c'est le consommateur final qui va en subir les frais. Vous prenez par exemple l'engrais. Si mes informations sont bonnes, aujourd'hui, le sac doit être à 18 000. Alors que l'année passée, il était moins que cela. Alors, à partir de ce moment, ça veut dire que vous devez vous préparer, peut-être l'année prochaine, à manger du maïs frais à 3 pour 500. Parce que l'engrais va rentrer dans la production. Et il faut que le paysan récupère cet excédent qu'il a là-bas. Mais la réalité, comme je le dis, c'est qu'aujourd'hui, quand on parle d'engrais, j'ai également appris quand j'étais au collège que le Togo était, je pense, le 5e producteur mondial de phosphate et il devait être le 2e en Afrique ou le 3e. Pour produire l'engrais, on le produit à base de quoi? On le produit bien sûr à base du phosphate. Si nous avons le phosphate aujourd'hui, nous sommes même pays producteurs de phosphate. Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir proposer aux pays africains de leur fournir de l'engrais? Surtout que vous et moi, nous ne savons même pas ce qu'on gagne dans notre phosphate. On sait juste que tantôt ça change de main, ça va et ça revient. Au moins, il y a quelque chose de concret. Il y a des paysans togolais, il y a des paysans africains qui peuvent miser sur un phosphate produit au Togo. Nous avons une qualité de phosphate qui peut aider à ça. Il suffit juste de trouver les éléments connexes et mettre là-dessus. Aujourd'hui, on parle de transfert ou bien de commerce international. Le commerce international, il rentre dans une logique simple. Il est lié à la fluctuation par rapport au prix du carburant. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pays dans notre sous-région, même le Togo. Jusqu'à preuve du contraire, le gouvernement nous dit qu'on n'est pas producteur de pétrole, mais vous lisez des documents qui montrent qu'il y a un pétrole qui quitte le Togo. Je ne sais pas où est-ce qu'on l'a trouvé quand même. Donc, on a également cette source. Au lieu de l'envoyer pour qu'elle soit raffinée ailleurs, je pense qu'il y a eu des initiatives de par le passé qui permettaient ou qui peuvent être ressuscitées pour permettre de faire quelque chose de commun, un raffinage dans cette zone à l'intention des pays consommateurs. Donc il y a plusieurs choses. La guerre en Ukraine ne fait que nous rappeler aujourd'hui que chaque pays peut s'en sortir s'il arrive à faire les partenariats les plus pertinents et adéquats. Aujourd'hui, vous prenez les Russes, ils ne se plaignent pas, pour le moment du moins, parce que peut-être qu'ils ne peuvent pas vendre, mais ils n'ont pas besoin d'aller acheter. Ils ont la plupart chez eux. Et c'est ça en fait la réalité. Normalement, vous devez produire pour vous-même. Après l'excédent, vous pouvez aller vendre aux autres. Sauf que dans notre contexte, la plupart des pays africains, nous ne produisons même pas pour nous-mêmes. Nous tournons toujours la main pour qu'on nous envoie, pour qu'on puisse payer. Et ça ne va aider à rien. C'est la réalité. Mais parlons de maïs. Ces dernières années, quand même, pour ce qui concerne le Togo, on a entendu parler d'excédent. L'excédent, vous l'avez ressenti où? L'excédent de maïs au Togo, la plupart du temps, c'est plutôt vendu à d'autres pays, à d'autres organisations internationales pour d'autres activités. C'est un business qui est fait à l'ANSAT. Ce n'est pas pour vous. Maintenant, le prix du maïs, il a toujours augmenté.
de temps en temps, il y a un appoint qui est fait pour quand même canaliser les prix, mais en réalité, vous ne voyez pas la valeur ajoutée à la fin du processus. C'est vendu à l'extérieur. Oui, en réalité, qu'est-ce que vous conseillez par exemple à l'ANSAT pour que le consommateur au final puisse ressentir? Quel est l'objectif initial de l'ANSAT? L'objectif initial de l'ANSAT, c'est que vous, moi, nos cousins, nous puissions manger 3 fois par jour ou 4 fois par jour, quand le maïs est à un prix abordable. Et l'ANSAT est censé s'approvisionner et mettre, au cas où le bien devient rare sur le marché, il l'écoule. Sauf qu'aujourd'hui, l'ANSAT lui prend et il cherche à vendre à l'extérieur. Il devient un opérateur économique, c'est tout, rien de plus. Mais aussi sur l'anecdote que je viens de raconter par rapport aux épis de maïs, est-ce que vous ne sentez pas quand même qu'il y a une certaine exagération sur le marché? Non, soyons sincères entre nous, Pierrot. Par exemple, moi, je veux aller payer des tuyaux pour faire un raccordement d'eau chez moi à la maison. Le prix du tuyau est passé de 2000 à 3000. Je suis vendeur de maïs. Tu veux que moi je garde mon maïs à un prix bas? Non, parce que après tout, j'ai fait ma production, que ce soit le maïs, que ce soit le mil, que ce soit quoi que ce soit, j'ai fait ma production pour me permettre de subvenir à mes besoins. Ça veut dire que je dois augmenter. Il en est de même, celui qui fait du maraîchage, il a des matériaux qu'il paye. Mais il faut qu'il fasse une déduction de ses dépenses avant de pouvoir vendre à un prix raisonnable. Et donc, c'est un entremêlé. Qu'on veuille ou pas, nous n'allons pas demander aux paysans de faire des sacrifices quand les autres ne veulent pas faire des sacrifices. Après tout, le paysan aussi, l'essence qu'il met dans sa moto pour aller au champ, il n'y a pas un prix paysan. C'est le même prix pour nous tous. Il faut qu'il retire les frais engagés. Je disais tantôt que vous partagez entre le Togo et l'extérieur et que vous êtes au pays depuis quelques semaines. Au pays, justement, les autorités ont pris un certain nombre de mesures. Depuis l'année passée, ces mesures, je ne sais pas si, depuis que vous êtes là, vous avez ressenti ces mesures. Bon, vous savez, parfois on dit qu'il ne faut pas offenser Dieu. Sinon, personnellement, je sais que je ne fais que dépenser que quand je fais une comparaison aux années antérieures, au fil des ans, je ne fais que dépenser plus. Mais moi, je dirais, je rends grâce. Peut-être que j'arrive à dépenser parce que j'ai un boulot, j'ai des revenus concrets. Mais ceux qui n'ont pas de revenus concrets, je peux vous dire que ça pèse sur eux. Et la meilleure façon de savoir que comment ça pèse sur eux, c'est quand les gens vous sollicitent de temps en temps, quand les gens vous demandent des coups de main. C'est là que vous comprenez, parce que les gens n'en ont pas forcément l'habitude. Mais quand ça devient chaud, on dit dans les coutumes que donc c'est la réalité là-bas. Parfois nous on est dans une posture où on ne peut pas la ressentir directement parce que bon, on ferme les yeux, mais l'entourage le ressent. Et les efforts du gouvernement, c'est bien louable, mais posons-nous la vraie question. Je le dis toujours, un paysan, pour pouvoir produire, il a besoin de faire des achats. Qui subventionne ces achats et à quelle hauteur? Il a besoin d'argent. Aujourd'hui, par exemple, nous avons plusieurs gens qui nous approchent. J'ai besoin de tel montant pour pouvoir produire cette année. Après, je vous rembourse avec tel nombre de bols de haricots, de maïs ou telle chose. Mais quand il vient vers moi pour faire ça, ça veut dire que nous sommes dans une transaction. Même si je l'aide sur le moment, je m'attends à un retour sur investissement. Alors que dans un contexte normal, il revenait peut-être à l'État, à travers les banques, de permettre à ce paysan d'obtenir un prêt à un taux réaliste qui puisse lui permettre de faire sa culture. Mais ce n'est pas là. Donc les gens créent des mécanismes informels qui font que même parfois il y a des gens, il a les ressources et il fixe ce qu'il doit prendre. Non pas ce que le paysan le propose, parce qu'il sait que le paysan n'a nulle part où aller trouver des financements et capitaux. Donc c'est lui qui fixe. Et à partir du moment où lui fixe en prêtant cet argent, il a déjà influencé le cours des prochaines récoltes. Peut-être qu'après, quand lui vient, que le paysan ait bien fait une récolte ou pas, ça ne le concerne pas. Il vient prendre le nombre de bols qu'il a subventionné et il le garde avec lui. Et lui, c'est lui qui dicte même la loi du marché après, parce que le paysan, ce qui reste, il faut manger et faire quelques petites dépenses. Et il attend encore la prochaine opportunité pour cultiver. Mais lui, il le conserve chez lui à la maison. Il suit la spéculation. Il encourage la spéculation et il devient bénéficiaire final. Donc, il faut comprendre qu'il y a plusieurs paramètres.
comme je le dis le plus souvent aux gens, ce n'est pas seulement le dimanche du vote qu'on prépare un vote, mais le vote se prépare depuis des années. Il en est de même, ce n'est pas le jour de la récolte qu'on prépare la culture, mais il y a plusieurs facteurs qui sont entrés en compte dans le cadre de la préparation de la culture. Donc vos prédictions pour les prochaines récoltes sont des prédictions qui visiblement ne sont pas très bonnes pour les consommateurs. Pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Mais le gouvernement prend des mesures, je l'ai dit tantôt, et Non, certains pensent, non, attendez, certains pensent que le gouvernement doit aller au-delà. Ici, plusieurs propositions ont été faites. Parmi ces propositions-là, il y a certains qui pensent carrément que le gouvernement doit pouvoir augmenter les salaires, par exemple. Le gouvernement augmenter les salaires. Ça, ce qui est sûr, quand vous prenez le prix de certains produits, quand moi j'étais né, et le salaire, quand j'étais né, le salaire est resté le même, mais les prix des produits... Vous avez quel âge? Bon, on y reviendra, mais même si je suis barbu, je suis encore jeune. Donc, c'est pour dire que le gouvernement, en réalité, doit accompagner les fonctionnaires. Mais quand vous parlez de gouvernement, vous oubliez que le gouvernement emploie combien de personnes? Pratiquement rien. Moins de 2% de la population. Voilà, nous avons d'autres secteurs aussi. Donc, il faut arriver à un moment donné qu'on puisse comprendre que le travail que les gens font mérite une certaine rémunération. Mais par exemple, quand vous voulez que moi je puisse rémunérer quelqu'un que j'emploie, il faut d'abord que je sois payé de façon conséquente. Sinon, où est-ce que moi je vais trouver l'argent pour rémunérer mon employé de maison pour que lui aussi s'en sorte convenablement? Donc, il faut aujourd'hui qu'on puisse comprendre qu'il y a plusieurs facteurs de promotion qui peuvent être mis en place pour encourager les gens. Quand même aujourd'hui, le gouvernement nous dira peut-être qu'il a fait des salaires, il a fait des statuts aux fonctionnaires, mais je dis aussi que ça c'est de la poudre aux yeux. Pourquoi? Vous voyez aujourd'hui la plupart des fonctionnaires, certains sont contents, certains ne veulent même pas gréver parce qu'ils gagnent beaucoup. Alors qu'en réalité, ils gagnent des primes, ils ne gagnent pas un salaire. Leur retraite est calculée sur leur salaire, qui est différent des primes ajoutées aujourd'hui à leur salaire, qui leur donne l'impression qu'ils gagnent quelque chose. Ils n'ont qu'à prendre la retraite après 6 mois, vous allez voir, s'ils ne font pas AVC, ils vont maigrir et devenir gringalés. Non, mais vous parlez de quel fonctionnaire togolais? Je parle des fonctionnaires togolais. Mais vous dites qu'ils ne gagnent pas de salaire. Ils ne gagnent pas. Ils prennent seulement des primes. À la fin du mois, les gens ont l'impression qu'ils ont de l'argent. Non, demandez-leur quel est leur salaire de base qu'ils ont. Et c'est ce salaire de base qui sert à calculer la retraite. C'est tout un débat. C'est tout un débat, oui, c'est vrai. C'est vrai pour tout le monde, pour tous les fonctionnaires. Mais pourquoi? Ils dépensent tous d'un même ministère. Maintenant, quand vous prenez certains services où tout le monde veut aller, ce qu'on a là-bas et que tout le monde applaudit pour aller prendre, en réalité, c'est des primes. Ça veut dire que ça n'a jamais été pris en compte dans le calcul de votre pension, ni dans le calcul de ce que vous allez avoir à la retraite. Donc, c'est juste des primes pour vous dire que bon, c'est ça. Aujourd'hui, quand vous êtes par exemple un chef service, vous avez des primes, vous avez le carburant et autres. Est-ce que si ça vous donne un certain train de vie, vous pensez que vous êtes à l'abri du besoin? Et quittez cette position, vous verrez que vous êtes malheureux. Donc, c'est un peu comme ça. Mais si vous dites cela par rapport à la fonction publique, on sait très bien que la plupart des Togolais sont dans l'informel ou soit sont dans le secteur privé. Et leur situation doit être catastrophique ou encore pire. Non, vous savez, on est dans une situation où les gens vivent au quotidien. Moi, c'est comme cela que je le conçois. Que tu sois dans le privé ou autre, ton salaire, il est greffé, il est considéré sur une certaine base donnée. Aujourd'hui, par exemple, le privé, tout le monde calcule dans le privé sur la base du SMIC. Personne ne va créer autre chose, c'est sur la base du SMIC. Après, on ajoute certains frais, certains droits et consorts, et après, ça te donne quelque chose de bombé. Tu crois que tu as quelque chose, mais en réalité, tu es calculé sur la base du SMIC. Et il en est pour dans les différentes conventions collectives, c'est la même chose. Tout ce qu'ils gagnent, ça s'appelle des primes. Donc, ça veut dire deux choses. La première, c'est que soit tu vis ou tu survis et tu investis pour demain. Mais investir dans quoi, avec quoi, c'est d'autres problèmes. Parce qu'aujourd'hui aussi, l'une des réalités de notre pays, c'est que chacun s'offre le luxe d'escroquer son prochain pour pouvoir arrondir sa fin du mois. Que ce soit le fonctionnaire dans le privé ou dans le public, chacun essaie de prendre pour d'escroquer l'autre du fait de sa position pour pouvoir avoir quelque chose en poche. Donc en réalité, c'est un marché de dupes. Quand on parle d'escroquerie, là, vous l'étendez à presque tous les Togolais, est-ce que ce n'est pas exagéré aussi? Non, ce n'est pas exagéré.
quand tu dois me rendre un service et qu'à la fin, je dois te donner quelque chose, c'est de l'escroquerie. Et vous n'allez pas me dire que vous visitez beaucoup de services aujourd'hui où ces pratiques ne sont pas là. Hein? Il y en a partout, que ce soit dans le privé, que ce soit dans le public. Il y en a. Même tu veux faire, des gens disent aujourd'hui qu'ils veulent faire des prêts, c'est aussi, il faut penser à soudoyer le banquier, celui qui traite le dossier. Ce sont des vérités. Nous parlions de la vie chère et aussi des marchés, puisque c'est sur ces marchés-là que ça provisionne les femmes et tous les commerçants. Cela m'amène donc à ouvrir le dossier de l'accident de Bako. Cet accident s'est produit cette semaine, pendant que certaines femmes se rendaient à Gléy pour s'approvisionner. Leur voiture, comme je le disais tantôt, a terminé sa course dans les ravins. Une réaction à cet accident? Bon, à l'endroit des familles, je dirais que Dieu a donné, Dieu a repris. Et nous nous mettons à leur place, hein, nous sympathisons pour ce qu'ils sont en train de traverser. Et c'est vraiment dommage parce que quand une maman se réveille le matin, peut-être même des fois avant le réveil des enfants, peut-être c'est la veille, elle dira demain je vais au marché. Donc avant même que les enfants se réveillent, ces bonnes dames sont déjà dehors, dans le froid, en train de chercher à aller s'approvisionner ou autre. Vous savez, permettez-moi d'ouvrir cette brèche sur le quotidien de la femme togolaise, pour ne pas dire de nos mamans, ce que beaucoup d'entre elles font comme sacrifice. Ces dames, quand vous voyez tout ce par quoi elles passent, et après, elles reviennent vendre, et c'est dans ça que on arrive à supporter les enfants, on arrive à supporter la famille, on arrive à compléter ce que le mari rapporte pour que les enfants puissent quand même vivre dans une certaine décence. Je pense que ce sont des sacrifices qu'on ne réalise pas, mais qu'on doit respecter. Et aujourd'hui, au-delà de tout, beaucoup sont en train de pointer du doigt l'état de la route. Certains sont en train de parler de l'état du véhicule. Mais je pense que tout cela est interlié. Tout cela est interlié à un moment donné. Déjà, quand des véhicules sont en circulation, ce qui autorise ces véhicules à circuler, combien de postes de police ces véhicules passent? Ces véhicules sont en surpopulation. Moi, je ne veux même pas parler de ces axes de village. Prenez seulement la voie de... Quand vous allez à la frontière à Anéro avec Hilatondila, il y a toujours du surcharge sur cette route. Vous voyez combien de policiers militaires qui sont aux abords de cette route. Vous voyez combien de fois, quand les chauffeurs s'approchent d'eux, ils ralentissent et tendent la main pour sortir peut-être 1000 francs par poste de péage pour sécuriser le convoi. Les gens sont surchargés. Quand tu ne veux pas être surchargé, on te dit là, il va falloir que tu payes pour un autre parce que moi, je vous surcharge pour pouvoir payer les frais sur la voie. Ici, il y a quelque chose qui m'énerve au Togo, c'est ce qu'on appelle les syndicats. Je les considère comme les plus grands escrocs de ce pays. C'est des gens qui sont toujours aux abords des routes, avec de gros ventres comme moi, et qui passent le temps à racketter les autres conducteurs. Des fois même, des gens veulent passer, vous voyez, on prend une planche cloutée, on met devant eux pour les forcer à s'arrêter à payer. Ça veut dire que nous avons plusieurs problèmes à régler. Il faut que, quand un chauffeur togolais aujourd'hui sort dans la circulation, il faut d'abord que, quand il s'assure que ses pièces sont à jour, qu'il n'y ait pas d'autres gens qui soient là pour collecter sur sa tête. C'est ça le plus important. Et malheureusement, beaucoup de gens sortent, que ce soit des policiers, que ce soit des militaires, c'est pour, avec comme plan du jour, ou bien plan d'action du jour, c'est de se mettre quelque chose en poche sur le dos de ces chauffeurs. Sauf que ces chauffeurs, ils les payent sur le dos de leurs passagers. Là, vous dénoncez une certaine complicité qui s'est installée sur les routes du Togo. Je disais tantôt que vous connaissez d'autres pays en Afrique, notamment en Afrique de l'Est. Quelle est la situation là-bas? Est-ce que c'est facile de sortir n'importe quel véhicule et de rouler? Non, ça se passe ici. C'est pas aussi facile que ça. D'abord, dans ces pays, aucun agent ne peut te taxer et prendre l'argent en main. Hein. Parfois, on te donne une contravention, tu vas directement à la banque où tu payes, ou bien tu payes par mobile money et on te laisse partir dès que tu présentes ton reçu. Et de l'autre côté, il y a dans certains pays, puisque nous voulons suivre le Rwanda sur plusieurs aspects, au Rwanda, mais tu ne peux pas t'amuser à corrompre un soldat en circulation. Tu ne peux pas.
Tout comme le soldat ne peut pas s'amuser à te demander ou à t'inciter à le corrompre. C'est qu'il est radié comme conséquence prochaine. Donc c'est une question de culture aussi. Quelqu'un me dira que nos soldats ne sont pas forcément bien payés. Mais si vous n'êtes pas bien payé, adressez-vous à vos employeurs. Ce n'est pas l'usager, quelqu'un qui même n'a pas d'emploi, contrairement à vous, qu'il faut racketter pour pouvoir se sentir mieux payé. C'est ça le vrai problème. Aujourd'hui, nous parlons de toutes les taxes. Je dis la vie chère, elle est là. Toutes les taxes qu'on doit payer aujourd'hui à l'OTR, cette TVM qui est arrivée entre-temps, on nous force même à payer rétroactivement. Bref, tout ça, ça influence. Et dans ce contexte, les gens ne peuvent qu'être encouragés à faire des pratiques corruptives. Et c'est ça la réalité. Des gens, du fait de leur position, tu n'es pas en règle. Quand un policier m'arrête et que je ne suis pas en règle, quel est son premier réflexe? Ce n'est pas de m'envoyer, comment on appelle ça, au transport routier pour que je puisse honorer mes taxes. Non, c'est de me dire, fais quelque chose. Si tu continues, quelqu'un t'arrête, c'est ton problème. C'est le réflexe. Ce réflexe-là, est-ce qu'il n'est pas connu par les autorités? Je dirais même que certains disent que les agents font des comptes rendus. Vous comprenez ce que j'appelle par compte rendu? Je comprends. Mais ça semble être une complicité dans laquelle se retrouvent finalement les autorités. C'est ça malheureusement. Aujourd'hui, quand vous prenez des pays où des gens sont fonctionnaires, mais vous voyez leur train de vie, vous voyez leur réalisation, et personne ne s'interroge, ça veut dire que les gens ont fermé les yeux. Je me rappelle, entre-temps, le chef de l'État avait parlé d'une minorité. Je ne sais pas où est-ce qu'il en est avec. Mais c'est que tout cela, chacun se dit, moi je vole ici, c'est pas ton problème, ferme les yeux. Là où je t'ai mis aussi, toi aussi il faut voler un peu, ou bien il faut voler autant que tu peux avant que tu ne sois affecté. Donc ça devient l'approche générale. On dénonce la complicité des forces de l'ordre, des autorités et même des conducteurs de ces engins-là. Parlons de ces engins, puisqu'on a vu les images de ce véhicule qui est tombé à Bako. Il n'y a pas que ce véhicule, d'autres véhicules circulent à Lomé et à l'intérieur du pays. Ces véhicules-là, en réalité, est-ce qu'ils méritent d'être là en circulation? Non, le vrai problème, c'est que, d'abord, est-ce que le passager a le choix? Dans ces villages-là, combien de personnes sont prêtes à envoyer certains véhicules d'un certain standing là-bas? Est-ce que la route même ne va pas aggraver l'état de ton véhicule? Donc, ce sont les tacos disponibles dans ces milieux. La route faisant aussi fait que ce sont ces voitures déjà déclarées mortes qui peuvent emprunter ces routes sans vraiment aucun ressentiment parce qu'on n'investit pas dans ces voitures. Ça sert juste à transporter les gens. Donc, au fond, ces véhicules ne sont pas censés bouger, mais dans ces villages, c'est le véhicule disponible pour pouvoir faire les courses. Vous prenez aujourd'hui, par exemple, à Lomé, nous parlons aussi d'environnement, de pollution et autres. Quels sont les types de véhicules les plus prisés et les plus consommés au Togo? C'est des véhicules qui sont déclassés en Europe parce que déjà vieux. C'est ça que nous avons ici. Donc la vieillesse du véhicule n'est pas seulement liée à l'état du moteur. C'est aussi lié à la carrosserie, c'est aussi lié à la robustesse du véhicule et à sa résistance. À cela, vous ajoutez la route. C'est vrai, on parle aujourd'hui qu'il y a le Togo est goudronné, je suis d'accord. Mais moi, la distance que je prends, le temps que je prends en quittant chez vous ici pour arriver à l'intersection qui mène chez moi, je prends le double pour arriver chez moi parce que la route est tellement en mauvais état dans ce Grand Lomé que je ne peux pas aller rapidement. Donc, c'est ça aussi. Donc, ce sont des facteurs cumulés. On ne peut pas prendre un isolement. Je vais aussi parler des chauffeurs eux-mêmes. La plupart des chauffeurs, est-ce qu'ils ont des permis? Pas forcément, surtout quand c'est dans ces zones reculées. Au-delà de ça, maintenant, ces permis, ils sont obtenus comment? Nous sommes tous à Lomé. Nous avons une idée de comment les gens font pour obtenir les permis. Maintenant, si des gens veulent dire qu'ils ne savent pas, ça n'engage qu'eux, ils n'ont qu'à se débrouiller pour comprendre. Donc, il y a plusieurs paramètres qui font qu'aujourd'hui, au Togo, quelqu'un me disait même que si tu sais conduire, si tu vas pour obtenir ton permis, tu ne l'auras pas. Si tu n'as pas su faire le geste approprié. Donc, ce sont des réalités. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent même pas conduire, ou il y a des gens qui démarrent seulement une voiture, n'ont aucune idée du code de la route,
emmerdent les gens dans la circulation, ils conduisent comme ils veulent, et tu n'as rien à dire. Sinon, c'est de se retrouver dans une situation où quelqu'un, un moins que rien, se met à t'insulter, tu ne peux pas lui répondre. On parlait du code de la route. Le même jour que l'accident de Bako, il y a eu un autre accident à Lomé au niveau du carrefour 3K. Sur cet accident, quand on a vu les images, on peut déduire tout simplement que il y a une vitesse excessive qui a été pratiquée. Peut-être que c'est la cause de cet accident-là. Mais ce n'est pas que là-bas. Presque tous les jours, quand on regarde dans la circulation ici, l'essai de vitesse, cet essai-là, il est patent. Et ça dit que le panneau limitation de vitesse à 50 km en agglomération, ces panneaux-là, il ne sert plus à rien. Non, ces panneaux, tu les vois à combien d'endroits pour commencer? En plus, ça sera quand même. Moi, j'en vois pas. Sincèrement, j'en vois même pas. Donc, au-delà de tout... Même s'il n'y a pas le panneau. Ok, voilà, ça c'est déjà un début. Au-delà de tout, c'est que c'est à Lomé où tu verras qu'il n'y a aucune courtoisie routière. Quand tu veux faire l'entrée sur une voie principale à Lomé, tu as l'impression que tout le monde est tellement pressé que personne ne veut ralentir même pour que tu puisses entrer. Donc, tu es obligé de forcer pour entrer. Ça veut dire que dans le code de la route, personne ne se dit que peut-être que demain, c'est moi qui vais chercher à entrer dans la voie. Et il faut qu'aujourd'hui, je puisse ralentir pour que l'autre rentre. Demain, quelqu'un puisse laisser passer. On est tellement pressé dans la circulation. La vitesse, c'est aussi normal. Parfois, on est en retard et on veut arriver à tout prix. Sauf que le prix parfois de cette vitesse, c'est que tu vas arriver très rapidement à l'hôpital, ou bien tu vas avoir d'autres dépenses excédentaires à faire parce que tu es pris dans une situation qui a causé des incidents ou bien des accidents parallèles avec des frais afférents. Donc, c'est une question générale. J'ai vu dans un pays où on a mis au feu rouge que seuls les animaux ne s'arrêtent pas au feu rouge. On a fait une très bonne pancarte, on a mis là-bas. Vous êtes sûr qu'après avoir lu 2 ou 3 fois cette pancarte, quelqu'un à ce feu rouge va chercher à partir rapidement ou bien va chercher à traverser? Non. C'est aussi une question de sensibilité. C'est à quel pays? Je n'ai plus trop l'idée, mais je l'ai vu quelque part. Mais pas au Togo. Donc, ça force la personne même, au feu rouge, à être patient. Ici, au feu rouge, quand le feu commence par décompter, vous êtes à 5, il y a des individus derrière qui commencent même par klaxonner pour te dire de partir. Alors qu'ils oublient qu'il y a d'autres individus de l'autre côté quand le feu est orange là. C'est là où ils passent de 90 à 130 pour pouvoir traverser avant que le feu ne devienne rouge. Donc, même quand tu es au feu rouge, tu n'es pas en sécurité. Soit des gens te talonnent derrière, soit tu démarres, tu vas connaître quelqu'un qui voulait éviter le feu rouge. Sur la situation spécifique des feux, quand ça passe en orange, c'est courant à Lomé que c'est en ce moment-là que tout le monde cherche à passer. C'est curieux. Il faut aujourd'hui faire comprendre aux gens que quand le feu passe à l'orange, ça veut dire que tu dois ralentir. Il ne faut pas leur dire que ça veut dire que tu vas accélérer. Les gens ont toujours conçu le feu orange comme c'est le moment d'accélérer. Alors que ça doit être, c'est le moment de ralentir. Vous savez aussi pourquoi certains accélèrent? Non. Parce qu'ils ont peur d'être frappés derrière par quelqu'un d'autre derrière qui veut coûte que coûte passer avant que le feu ne passe au rouge. Mais vous parlez de l'Afrique. Moi, j'ai comme l'impression que c'est une maladie, puisque dans plusieurs capitales africaines, on constate le même type de comportement sur les routes, hormis quelques capitales comme Accra, où il y a une certaine observation rigoureuse des règles de conduite. Dans beaucoup de capitales africaines, tout le monde conduit n'importe comment. Quand vous allez à Cotonou, quand vous allez à Dakar même... Non, même aujourd'hui, par exemple, à Cotonou. À Cotonou aujourd'hui, sur la plupart des voies, tu vas voir que les motocyclistes ne viennent plus se mêler aux véhicules parce qu'ils ont des voies dédiées aujourd'hui pour eux. Quand tu viens là-bas, on te prend, je pense que ça fait 10 000 qu'il faut payer déjà. Donc, c'est aussi que parfois, il faut sévir. Quand on veut réguler les choses, on veut réglementer les choses, il faut apprendre à sévir. Le vrai problème, c'est que quand on veut sévir, les gens restent convaincus qu'il y aura toujours une porte ouverte à la corruption. Et c'est ça le vrai problème. Parce que même aujourd'hui, quand un soldat t'arrête, il dit, bon, moi je t'ai fait la pédagogie, hein, je peux te sévir, mais toi même regarde, si tu vas aller là-bas, on va envoyer ton véhicule à la fourrière, tu vas payer tel montant, alors fais quelque chose pour que tu puisses passer. La question, c'est de savoir comment inverser la tendance, puisque les Togolais vont continuer par... Non, c'est sanctionné.
Pour inverser la tendance, il faut sanctionner. Quand quelqu'un ne conduit pas bien, vous l'arrêtez et vous le sanctionnez. Quand quelqu'un demande à être payé parce qu'il t'a arrêté, parce que tu conduis mal, mais il te demande une somme inférieure à ce que doit percevoir l'État, il faut le rapporter et pour qu'il soit sanctionné. C'est tout. C'est tout. Moi, personnellement, quand un soldat m'arrête, c'est-à-dire, quand je le vois faire son travail, il fait bien son travail, avant de partir, je lui fais quelque chose. Mais quand je le vois, il fait mal son travail là, je lui fais la morale et après je lui dis, fais attention, je ne lui donne rien. C'est ma façon d'encourager peut-être certains qui travaillent bien. Mais de façon générale, aujourd'hui, c'est que personne ne fait bien le travail et les gens veulent quelque chose. Parce que même des fois, on t'arrête carrément, on te dit, bon, il n'y a rien, mais bon, on a faim ici, les moustiques nous mangent depuis le matin, on est ici. Le soleil nous a frappé, la pluie est passée, fais quelque chose. C'est tout. Les policiers ou les militaires? Confondus. Je ne veux pas dire que l'un est mieux que l'autre. Nous continuons cette émission avec notre invité Madi Diabakate. Dans 5 minutes environ, les auditeurs auront la possibilité d'intervenir. Nous avions évoqué une bonne partie de l'émission, la situation de la vie chère en Afrique et au Togo spécifiquement. Et puis nous parlons de l'incivilité ou de l'incivisme sur les routes. Mais sur la question de la vie chère, j'en reviens parce que beaucoup se demandent à quand la fin de cette conjoncture? Parce que c'est une préoccupation. Certains pensent que d'ici la fin de l'année, on va pouvoir en sortir. D'autres pensent que ça va durer jusqu'à 2023. Non, il faut juste voir le prix des biens disponibles sur le marché. Plus les biens sont chers, plus la vie sera chère. Et au fur et à mesure que vous recherchez un service de qualité, ça veut dire que les coûts qui rentrent dans cette offre de service sont maximisés. Donc le produit reviendra cher. On ne peut pas changer de cycle, hein, qu'on veuille ou pas. On peut juste, dans un pays comme le Togo, c'est arriver à réguler les choses pour que l'informel ou bien la fraude ou la corruption ne viennent pas être un facteur ajouté sur le consommateur final. Parce que, je le dis, quand un soldat veut être corrompu, quand peut-être un douanier veut être corrompu, l'opérateur le corrompt facilement, sauf que l'opérateur le met sur le prix final que moi je viendrai prendre dans sa boutique. Donc, c'est des pratiques qu'il faut arrêter et ça peut permettre de revoir certaines choses. Aujourd'hui, je le disais la dernière fois sur un média, il y a des produits qui sont fabriqués au Togo que nous trouvons trop chers par rapport à des produits venus de l'extérieur qui ont pris bateau, qui ont été dédouanés, mais qui sont encore plus chers que ce que nous avons au Togo. Pourquoi? Parce que d'abord, quand vous prenez l'électricité, aujourd'hui l'électricité, le coût de l'électricité, il a un impact sur la fabrication du produit. Quand vous prenez les matériaux mis en jeu pour la fabrication, quand ce sont des produits de Lomé, dits bio et autres, ça veut dire aussi qu'il y a un certain prix. Quand c'est un produit avec engrais, il y a un certain prix. Ou bien vous prenez aujourd'hui même la poule, ce que nous appelons poule bicyclette. Pourquoi est-ce qu'elle est plus chère que ces poulets de pondeuses et autres? Donc, ça veut dire qu'il y a des investissements et une certaine qualité à apprécier. Donc, si nous voulons la qualité, nous serons obligés de supporter les frais y afférents. Et pour supporter les frais y afférents, il faut que les gens peut-être aient de meilleurs revenus ou que les gens aient une moindre pression fiscale pour pouvoir produire ce qu'ils veulent donner aux populations. Vous savez que contre la vie chère, il y a dans un certain nombre de pays, il y a des protestations. Cette semaine, par exemple, il y a eu des manifestations. Est-ce que c'est des situations qu'on peut redouter également dans notre pays, puisque tous les jours, les prix augmentent? Bon, est-ce qu'on peut redouter? Les Togolais se sont fait à l'idée que si tu sors là, les militaires vont venir te mater. Donc, ils ne vont même pas penser sortir, réagir. Ils vont s'accommoder. Ils vont s'accommoder. Nous venons de passer 45 minutes avec notre invité. Dans quelques instants, les auditeurs vont vous poser des questions. Nous aurons le temps aussi de revenir sur l'adhésion du Togo au Commonwealth, puisque vous revenez de l'Afrique de l'Est et la majorité des pays là-bas parlent anglais. Comment vous réagissez là à cette adhésion? Bon, je pense que nous sommes dans un contexte où je disais que d'abord l'adhésion n'a pas été en réalité discutée par les Togolais. On n'en a pas fait de réflexion, de débat. Ça a été une initiative
gouvernemental et ils sont allés, ils se sont adhérés. Maintenant, quand on parle de Commonwealth, c'est le bien commun, c'est un marché qui est ouvert. Maintenant, sur ce marché, aujourd'hui, nous y allons. Nous y allons en tant que consommateurs ou bien producteurs. Ce sont là les vraies questions. Est-ce que nous voulons aujourd'hui compétir avec les autres pays du Commonwealth? Vous prenez même l'eau aujourd'hui à Lomé. L'eau la moins chère vient du Ghana. L'eau produite à Lomé est plus chère que l'eau qui vient du Ghana. Et beaucoup de gens sont en train de boire cette eau venue du Ghana au détriment de ce que nos gens sont en train de faire à Lomé. Si vous voyez quelqu'un prendre une eau chère à Lomé, c'est peut-être parce qu'il a reçu ça au bureau, une subvention ou autre. Mais s'il faut sortir de sa propre poche, mon cher, tout le monde sait quelle eau on prend. Nous parlerons beaucoup de cette adhésion dans les prochaines minutes, le temps de permettre aux auditeurs, comme c'est de tradition, de commencer par intervenir. Je rappelle les numéros de l'émission 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Allô, bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, oui, vous êtes à l'antenne, allez-y. Donc, je salue le professeur. Ouais. Bon monsieur. Merci. Bon, le Togo est rentré dans le Commonwealth avec son navire et la reine qui vient de jouer. On vient d'apprendre que la Grande-Bretagne est en train de rentrer dans le pays pour nous aider avec son navire. Donc, dans le Commonwealth, le Togo n'est qu'un consommateur. Et on va voir ce que ça va nous donner. Bon, la première question réellement, c'est concernant les accidents qui nous ont attaqués dans la semaine passée. Mais ce qui est aberrant pour moi, c'est que je vais passer par vous pour vous expliquer un peu, expliquer-vous un peu ça, on a eu un accident on a un autre accident. Les 3 cas, on a un autre accident après à un point. Et le lendemain, moi, j'étais le capteur radio Lomé à 6h du matin. Je n'écoute rien. Je dis là, je n'écoute rien à l'information. Ce que j'ai expliqué, c'est que le comité de police nous informe qu'il y a encore des cas de Covid qui s'augmentent. 3 cas à Boga. Alors que dans ce Boga-là, il y a 13 morts. Dans cet accident-là, il y a 13 morts. Il y a 15 blessés. Le gouvernement ne dit rien de ça. Il ne parle le président même, comme le président même dit qu'il ne parle pas là. Donc, nous, on voit ça. Et la première ministre, qui est une femme, le de l'Assemblée, qui est une femme, qui voit des femmes mourir comme ça, elle ne dit rien. Monsieur le professeur, est-ce qu'avec ça, là, est-ce qu'on peut dire que le Togo, c'est-à-dire, est-ce que, je ne sais pas comment, je ne sais pas expliquer cette activité du gouvernement. Oui, alors, Pélé, cette partie de l'intervention, l'a notée. Donc, est-ce que vous avez autre chose? Non, mais la seule chose qu'il faut parler dans cette semaine-là, c'est de ça qu'il s'agit. On a vu le ministre de la Sécurité et qui parle du premier qui n'est pas à bon état, alors que ce sont faits dans la ministre les voies de Boga jusqu'à Aguilera qui ont laissé ce véhicule-là passer. Et ne dit rien. Bien, mais merci Pélé, c'est noté. Notre invité va réagir, mais il faut rappeler quand même que toutes les victimes ne sont pas de la préfecture de Vaud, puisque nous avons appris que 6 sont de la préfecture de Zir. Donc, toutes les victimes ne sont pas de la préfecture de Vaud. Oui, bon, peut-être déjà pour corriger une chose, je voudrais dire en fait, celui qu'on appelle professeur, c'est Ali Diabakté, et moi c'est Madi Diabakate, même si c'est mon grand frère. Bon, maintenant concernant, je pense que chaque rédaction a sa priorité. Et la TVT, Radio Lomé et autres, ce sont des médias d'État qui suivent la dynamique que impulse le gouvernement ou l'actualité qui intéresse plus le gouvernement. Mais la question, il faut aujourd'hui, nous rendons grâce que ce ne sont pas les seuls médias que nous avons et elles préoccupent d'autres médias qui en parlent. Maintenant, de façon générale, comme je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un sort et pointe du doigt
l'état des pneus. Sauf que l'état des pneus, il y a quelqu'un qui est chargé de le vérifier. Donc il faut peut-être indexer celui qui était sur cette route est chargé de vérifier l'état du pneu et qui n'a pas fait son travail. Mais de façon générale, je dirais que ce sont normalement des sujets qui nous intéressent. Mais vous verrez qu'en Afrique, nous sommes plus intéressés par les problèmes des autres. C'est comme quelqu'un qui affame les Maliens et qui va voir les Russes pour leur dire de donner le blé aux autres pays qui en ont besoin. On fait allusion au président Macky Sall, bon, du Sénégal. Donc, c'est pour dire que on a vu les gens sont charlis, on a vu les gens, quand tu es ailleurs, les gens réagissent, les gens font des tweets, mais les problèmes togolais, on n'en fait pas vraiment une priorité. Et je suis tenté de dire que chaque peuple mérite ses dirigeants. Bien, merci. Deuxième auditeur. Allô? Bonjour, c'est le deuxième auditeur. On ne l'a pas encore. Nous parlions tantôt de Commonwealth, de cette adhésion. Et dans votre analyse, vous avez dit, vous ne savez pas ce que le Togo apporte sur ce marché-là. L'auditeur, là, finalement. Allô? Oui. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est Papa ça du rédaction TV. Oui, allez-y. Je salue l'invité. Oui. Je voudrais lui poser comme question, est-ce que, bon, avant on était dans la francophonie, on ne sait pas tout juste ce que ça nous rapporte, mais comment que ça va nous rapporter un changement de vie, bien, de démocratie, on ne sait pas tout juste pourquoi les gens se réjouissent de Commonwealth. Merci. Ok, merci. Et allez-y. Oui, non, je dirais que on n'est pas sorti de la francophonie, nous restons dans la francophonie, nous restons dans la CEDEAO, nous restons dans l'OMC, nous sommes dans plusieurs organisations. Donc, en réalité, ce n'est pas une question de sigle et autres, mais c'est fondamentalement une question de gouvernance et de politique de développement. Nous pouvons avoir une valeur ajoutée dans ces différentes organisations si nous allons de façon compétitive. Mais si c'est pour s'assurer qu'on est en relation avec plusieurs personnes pour quand même trouver le moins 10 ans qui puisse nous procurer de quoi consommer, bon, peut-être que l'objectif, il est atteint. Mais le danger, c'est que nous sommes en train de saper les entrepreneurs togolais, nous sommes en train de tuer tout ce qui peut être esprit d'industrialisation au Togo si on s'ouvre au marché extérieur et ne pas être compétitif. Mais je le disais d'ailleurs à l'agence France Presse au sujet de l'adhésion du Togo au Commonwealth. Et je pense que le gouvernement est le mieux placé pour savoir les objectifs qui sont derrière cette adhésion. Mais pour le Togolais lambda, je pense que le Togolais veut développer son pays. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Taoufik, allez-y. En ce qui concerne les communes, il semble que bon, le pouvoir retire il ne donne pas le pouvoir aux maires de faire le travail. Est-ce qu'il ne serait pas bien maintenant que ceux qu'on envoie à la guerre font aussi les choses là? On dirait que ceux-ci se préparent pour aller aux élections communales pour que les compétents qui sont à la guerre puissent se retrouver dans les communes pour faire le travail. Parce qu'on sent que ces gens-là veulent faire le travail à la place des maires et on veut nommer des gens à la place des maires. Est-ce que c'est normal? Merci. Bien, merci pour la préoccupation, Taoufik. Oui, donc je pense que, vous savez, je ne sais pas si nous sommes réellement dans la décentralisation, mais je pense que nous sommes plutôt dans ce qu'on appelle une déconcentration électorale. C'est qu'on s'est arrangé pour créer des structures, des communes, des gens sont élus, entre guillemets, et après, on donne le travail à des services qui ne sont pas des services déconcentrés, mais des services décentralisés, mais plutôt des services déconcentrés. Et donc, ça veut dire que on a des maires qui sont là, peut-être juste pour prendre leur émolument à la fin du mois, mais le travail, le plan de développement et autres, tout ce qui peut en sortir, on le donne à une agence gouvernementale qui initialement n'a pas été créée pour ça et qui initialement n'a même pas été en mesure de faire ce pourquoi elle a été créée. On vient lui donner une tâche additionnelle, mais quand vous comprenez et vous lisez la politique, vous comprendrez que bon, c'est un schéma du pouvoir en place pour continuer par garder le contrôle sur les flux de capitaux, sur les opportunités, parce qu'aujourd'hui, quand le chef de l'État nous parle des jeunes entrepreneurs qui peut-être peuvent faire ces marchés
mais qu'aujourd'hui, au lieu de donner ça à ces jeunes entrepreneurs, on le redonne à une agence gouvernementale, vous comprenez que finalement, on veut ça, on veut contrôler les gens, on veut s'assurer que n'importe qui n'a pas un marché et n'importe qui, du fait de ses revenus, ne va pas financer demain un maire de l'opposition pour qu'il puisse garder son fauteuil. Certains expliquent tout ce qui arrive comme étant normal, du fait que nous sommes en apprentissage pour un processus beaucoup plus affine, mais nous sommes au début de la décentralisation. Dans la vie, soit on est ambitieux, soit on ne l'est pas. Donc si quelqu'un pense que c'est normal, ça veut dire qu'il n'a aucune ambition. Et c'est normal qu'il parle ainsi. Est-ce que c'est compromis? Non. L'avenir de ce processus. Le processus, la façon déjà, moi je vais vous faire sourire. Hier, j'étais sur une plateforme où quelqu'un s'amusait à dire que la loi sur la décentralisation va encore retourner à l'Assemblée parce que Jean-Pierre Fabre a décidé d'arracher la gestion des marchés à l'EPAM, qui effectivement avait été pris, selon les informations, sur la base d'un arrêté. Donc ça veut dire que cette loi va encore retourner pour renlever cette compétence aux mairies. Bref, on est dans un jeu où on nous parle de décentralisation, mais en réalité, on ne laisse personne faire ce qu'il veut. Je le dis, dans le cas de la décentralisation, vous mettez toutes ces communes de Lomé sous le couvert d'un district qui est chapeauté par des gens qui ne sont même pas élus. La majorité, c'est déjà nommé. Vous voulez maintenant que ce district soit gouverné par un nommé avec des élus qui sont envoyés. Qu'est-ce que vous voulez? Vous savez, c'est une question d'excellence. Hein? Quand vous voulez faire bien, vous vous donnez les moyens, vous réfléchissez pour être excellent. Quand vous voulez maintenir le statu quo, vous créez les artifices et vous travaillez à ce que le statu quo soit là. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Salut le patron. Oui. Bonjour. David. Oui, allez. Bon, ma question c'est que, est-ce que le pouvoir et le Togo peut se servir de cette addition de comment là pour libérer la partie Togo-Lantique au Ghana? C'est ça qui m'intéresse. Est-ce que la vision de comment là, ça ne va pas ouvrir la voie à des gens qui font des homosexuels au Togo? Parce que ça, c'est ce qui n'est pas bon pour notre pays. Donc, ces gens-là n'ont pas leur place sur la terre de l'eau au Togo. C'est ma question. La deuxième partie de la question, moi je n'ai pas. C'est bon, je laisse. Moi je n'ai pas traité cette générale. Donc, sur la première partie de la question. Oui, je pense que la question qu'il faut se poser aujourd'hui, ces Togolais présumés qui sont dans le Togo britannique, est-ce qu'ils ont envie de rejoindre le Togo? Posons-nous d'abord cette question. Peut-être qu'on entend parler de sécessionnistes là-bas, mais ce n'est pas pour venir se rejoindre au Togo. Parce que si tu vois le Ghana d'aujourd'hui, le Togo d'aujourd'hui, je pense qu'il faut être sensé pour quitter le Ghana et rejoindre le Togo, à moins qu'on n'ait pas d'ambition. Maintenant, je ne pense pas, parce que dans le cas de la CEDEAO d'Aja, le Togo et le Ghana ont de très bonnes relations, je ne vois pas les gens revenir sur cette affaire. Maintenant, quand vous allez plus loin, au Commonwealth, quand on est pays membre du Commonwealth, on ne peut pas aussi se créer l'inimitié entre pays membres. Donc, et puis l'adhésion au Commonwealth, ce que beaucoup oublient, et malheureusement, le Commonwealth aussi a une charte sur la bonne gouvernance, sur les élections et autres. Mais on a tous aussi une idée de certains pays du Commonwealth et la façon dont ils respectent et la limitation des mandats et la gouvernance. Donc ça veut dire qu'en réalité, c'est juste des formalismes qu'on fait au nom de la présumée souveraineté des États membres et de leur décision d'agir. Donc rien ne va changer fondamentalement quand on parle de Commonwealth. Tout le monde sait que le Commonwealth est une initiative où on fait des affaires gagnant-gagnant. Maintenant, par rapport à l'homosexualité, je pense que je vais plutôt dire, essayons d'être tolérants. Nous avons nos convictions, nous avons ce que nous voulons, mais les autres aussi, je pense que s'ils se revendiquent d'une certaine orientation, c'est leur droit. Ce qui est sûr, j'ai mes convictions ou bien mes orientations sexuelles, j'en assume les choix, et eux aussi, ils en assumeront les choix. Nous sommes tous des croyants et je pense qu'il n'y a pas mieux que Dieu pour nous juger pour nos choix. Allô? Oui, allô. Bonjour. Bon, concernant le Commonwealth pour ramener le Togo britannique, je pense que ça ne peut pas arranger le résultat de parce que cette type-là, le régime n'a pas la chance.
Bon, je voudrais poser encore une question à M. Professeur, il dit qu'il n'est pas professeur, je ne sais pas. Bon, concernant nos routes, c'est-à-dire, nous avons les feux rouges. Ce n'est pas parce que nous avons les feux rouges qu'il ne doit pas avoir les agents de l'ordre dans nos feux rouges. Parce que vous allez à côté de nous, vous voyez, non? Et ici, qu'est-ce que l'État peut faire? Moi, j'ai dans l'État à faire tout possible que ce que le Bénin est en train de faire pour dire que, bon, les policiers, les gendarmes là, ils sont là seulement pour la sécurité. Mais l'agent qui raquette là, il faut que l'agent rentre dans la caisse. C'est-à-dire, nos véhicules là, ils n'ont qu'à faire tout possible qu'ils aillent leur pièce en bonne et due forme. C'est ça que nous n'avons pas. Parce que si vous demandez est-ce qu'ils ont dit que bon, ils disent que non, si on ne donne pas l'argent, on ne donne pas, non, on ne se laisse pas passer. Donc, l'essentiel est que il faut qu'il doit avoir le contrôle au niveau du trésor à côté des policiers des gendarmes. Quand les gens veulent prendre donner les pièces, s'ils n'ont pas les pièces, il faut qu'ils soient punis. Parce que là, le cœur n'est pas un délit. C'est ça qui est important, c'est ça qui cause l'accident. Ok, c'est noté, merci Pédé. Il faut aussi ne pas généraliser la situation qui est en train d'être décrite. Ce n'est pas tous les policiers qui sont dans la circulation qui raquettent les usagers. Il y a de très bons policiers qui, sous le soleil, sous la pluie, régulent la circulation et qui font de très bon boulot. Cela aussi, il faudrait le dire. Tu sais, quand on parle de Tadjenkome, nous savons tous que tous les habitants ne sont pas de cette nature. Mais bon, la majorité, c'est aussi une réalité. Mais je voudrais rassurer Pelé pour dire que nos feux tricolores, les policiers sont là. Sauf qu'ils sont toujours en embuscade et ils attendent seulement que quelqu'un viole le feu pour sortir et se mettre devant lui et pour pouvoir se mettre la poche. Ils ne sont pas là en réalité majoritairement pour circuler, pour aider la circulation. Ils sont toujours proches en embuscade pour voir juste que les gens puissent violer le feu et faire chose. Maintenant, aujourd'hui, la vraie question, elle est celle-ci. Les Togolais te disent, un chauffeur te dit, je peux avoir toutes mes pièces à jour, je vais payer. Alors il se dit, pourquoi même avoir ces pièces à jour et payer chaque fois? Ça lui fait une double perte. Alors qu'il lui suffit de payer 1000 francs et il fait sa course durant la journée. Alors que peut-être la visite est technique, si j'ai bonne mémoire, ça doit être 6000 et quelques. En cas de pénalité, ça frôle les 10 000. Donc, les gens essaient de faire un ratio avantage et coût avant de pouvoir faire chose. Mais dans d'autres pays, par exemple, vous savez, il y a une liste automatique des gens qui ne sont pas venus faire la visite technique qui est générée et qui est remise à la police. Donc, en circulation, si tu as raté ta visite technique, on t'arrête et on t'amende et tu es obligé d'aller la faire. Et plus le temps passe, il y a une pénalité qui s'ajoute jusqu'à ce que tu ailles le faire et c'est cette pénalité qui s'arrête. À défaut, on t'arrête. Maintenant, dans d'autres pays même, on va plus loin. En ce qui concerne l'assurance. L'assurance du véhicule, s'il est expiré aussi, il y a une notification qui est chez les policiers. Donc, en circulation, ils contrôlent. Ils ont déjà les immatriculations à contrôler. Si on t'arrête là, tu restes là-bas et tu fais T-Money pour souscrire à ta police d'assurance avant même que le véhicule ne démarre. Bon, je dis T-Money parce que c'est le langage togolais. Tu fais un transfert monétaire dans ces pays-là. Tu peux faire flux aussi. Voilà, tu peux faire flux aussi. Donc, MTM Money, le plus souvent, tu le fais. MTM Money, c'est pas ici. Voilà, justement. Mais c'est là où ces pratiques se passent. Donc, tu fais ton transfert monétaire et quand tu es en règle, ils voient que tu es en règle, ils te laissent partir. Donc, je pense qu'on peut améliorer et faire chose. Malheureusement, au Togo, on fait des coups d'annonce. On a parlé de alcotest ici. Je pense qu'on l'a même oublié. On n'en parle plus. On n'en parle plus. Donc, il y a beaucoup de choses. Il y a cette analyse de Sylvain Vizakou qu'il nous a envoyée. Je lis une partie de l'analyse. Nous pensons qu'il faut revoir la gestion et régler le problème en amont et en aval. Le policier raquette le chauffeur dans l'impossibilité de faire grimper le tarif, se trouve dans la contrainte de la surcharge et des chargements hors gabarit afin de combler l'insuffisance. Sachant que les passagers non plus n'arrêtent de demander des faveurs, le risque augmente et c'est bonjour les dégâts.
Pendant ce temps, on n'oubliera pas l'agent de la direction des transports routiers ferroviaires qui laisse circuler toutes sortes de véhicules. Et cet agent des forces de l'homme qui ne se préoccupe que pour prendre sa part quand le véhicule n'est pas en bon état. Que dit de la situation dans les contrées régulées, contrôle quasi inésitant. Non, les contours et pour tout sont nombreux. Merci beaucoup à Sylvain Vidacou pour son intervention. D'autres interventions, c'est au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô, c'est David qui revient. Oui, bonjour. Oui, c'est David qui revient. Je ne sais pas satisfaire de moi des questions sur le mot sécurité. L'INPE me dit que, bon, qu'il faut respecter le choix de chacun. Moi, je ne suis pas d'accord. Moi, j'étais président dans un pays. Ça, il parle de comment ça va passer dans mon pays. Nous sommes des Africains. Pour moi, répondre là-dessus. Le Gabon a voté la loi pour le Sénégal chez eux. C'est-à-dire que ça sera la vidéo de vous, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que ça, là, nous devons condamner ça. Ça m'intéresse. Bien, merci. 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 David, c'est votre position. En réalité, le Togo, officiellement, est contre la pratique, puisque à la dernière session de l'EPI, le ministre Christian Trimor des droits de l'homme a eu à le rappeler. Le Togo, pour l'instant, n'est pas d'accord pour intégrer dans sa législation cette pratique qui est visiblement, qui n'est pas connue par nos grands-parents, qui n'est pas connue par les Africains. Et c'est une idée qui n'est pas partagée. Après, David, est-ce que nous avons un autre auditeur? Allô? Oui, il est là. Oui, bonjour. Bonjour, Oui, votre nom? Justin de Naneki. Justin. Oui, Allez-y. c'est pour un témoignage. Oui, allez-y. Hier du mois de Nochen, et sur la voie, il y a un endroit où les policiers de la ministère restent pour conscopter les pièces ou bien voir les voitures, quoi. Moi, j'étais à moto, à mon arrivée, ils m'ont arrêté aussi. Ils m'ont dit mes pièces. Et j'ai attaché mon sac sur la moto derrière. J'ai dit, il faut que je le montre les pièces. Il me dit oui. Et il dit, ok. Et toi, tu sais, si tu peux nous faire quelque chose, on peut te laisser. Hein. Ouais, non? C'est ce qu'on m'a dit hier. Non, si tu veux, ils sont là, hein, comme tu connais, non, voilà. C'est ce qu'on m'a dit. Ok, bien. Mais merci, c'est noté en réalité. C'est connu que c'est des choses qui se passent de temps en temps sur nos routes. Nous parlions tantôt du Commonwealth, mais le Commonwealth, c'est aussi l'anglais. Et quand on sait aujourd'hui que l'anglais, c'est la langue la plus parlée du Togo, cette adhésion la plus parlée dans le monde, okay. Cette adhésion du Togo, est-ce que ce n'est pas une opportunité aussi? Bon, tout dépend. Vous savez, moi, je ne me suis pas plaint. Quand j'ai eu la chance d'aller à l'international, j'avais déjà eu les prérequis lors de ma formation sur les bancs pour parler anglais. Donc, je m'en suis toujours sorti. C'est vrai qu'il a fallu se performer, mais j'avais le minimum nécessaire comparativement à ceux qui venaient des pays anglophones qui n'ont aucune connaissance en français. Donc, moi, je me suis débrouillé dans les deux langues. Maintenant, c'est une question de choix d'avenir pour les parents. Tout dépend du type de formation ou du type de carrière auquel vous vous prédestinez. C'est par rapport à ça que vous choisissez la langue qui va vous orienter le plus. Quand vous parlez de diplomatie, relations internationales, je dirais que l'anglais serait un atout. Quand vous parlez de technologie, je dirais que l'anglais serait un atout parce que toutes les grandes recherches sont faites en anglais, après traduites en français. Donc, tout dépendra des choix d'avenir. Mais aujourd'hui, ça veut dire aussi qu'on peut avoir des possibilités de formation en anglais plus accessibles au niveau des différents établissements ou bien au niveau de différentes structures. Il peut y avoir un certain improvement à ce niveau et qui va permettre aux gens... C'est quoi improvement? C'est en anglais. Bon, amélioration. Un peu d'amélioration à ce niveau et qui va permettre aux gens d'avoir plus facilement accès à des opportunités de formation en anglais. Mais de façon générale, aujourd'hui, avec Internet, je pense que tout le monde peut se former s'il télécharge seulement une application et qu'il essaie de la pratiquer assez régulièrement. Quand on parle de l'anglais, quand on parle de la francophonie, quand on parle de cette adhésion-là, il y a cette question qui revient aussi. Je garde la question, le temps d'insérer cet auditeur qui est reparti. La question, c'est si... Est-ce que le Togo va imiter ou pas le Rwanda? Parce qu'on sait que le Rwanda a été l'un des tout premiers pays francophones, africains, à faire le pas. Est-ce que le Togo va imiter le Rwanda en privilégiant finalement l'anglais au détriment du français? Bon, vous savez, il y a des choses parfois, et quand vous allez au fond, vous comprendrez qu'on fait de la politique avec tout le monde.
Vous savez, Kagame, il est venu de quel pays? Il est venu de l'Ouganda. La plupart des réfugiés rwandais étaient en Ouganda. Ils ont grandi en Ouganda. Ils ont étudié en anglais. Alors imagine que lorsque leur groupe prend le pouvoir, est-ce qu'ils avaient une connaissance en français? Non, c'est le côté que les gens ne disent pas. En réalité, au-delà de toute l'accusation politique portée sur la France, Kagame est rentré avec des gens qui ont été formés dans un moule anglophone et qui ne pouvaient s'intégrer facilement qu'à travers l'anglais. C'était plus facile pour eux. Donc, quand on nous vend la France mauvaise, raison pour laquelle on a appris l'anglais, il faut aller au fond et comprendre qu'il y a toujours des enjeux. Aujourd'hui, vous prenez certains pays, on parle aussi de certaines langues. Tout dépend. Quand les barons envoient leurs enfants, ils les envoient dans quel contexte, dans quelle zone? Les enfants étudient où? On prépare aussi tout ça là. On prépare des postes pour les enfants. Donc, ce n'est pas que le français est mauvais, l'anglais est mauvais, mais tout dépend de vos options de carrière. Je l'ai dit, si quelqu'un veut travailler à l'international, il peut oublier le français, commencer par apprendre l'anglais, parce que le français, personne ne s'en préoccupe. Allô? Quand on regarde un peu aujourd'hui le Togo, membre de plusieurs organisations internationales, les Nations Unies d'abord, vous avez dit l'OMS, on peut citer la CEDEAO et tout, il arrive de se demander pourquoi adhérer à toutes ces organisations-là, si déjà on sait que tous ces pays-là sont au niveau des Nations Unies, la plupart africains sont au niveau de l'Union africaine déjà, certains sont au niveau de la CEDEAO. Sur la question de la libre circulation des personnes et des biens, tout simplement sur cette question-là, les États africains n'arrivent pas à le régler. On se pose des questions. Non, justement, vous savez, après c'est une affaire de zone d'influence. Okay? Chacun veut agrandir sa zone d'influence. Chacun veut montrer qu'il a une relation privilégiée avec l'Afrique. Et donc l'Afrique est courtisée par tout le monde. Demandez-vous qu'est-ce que l'OTAN... Non, mais ce que vous dites là, est-ce que c'est les Anglais qui font la cour, par exemple, bien sûr, au Togolais, au Gabonais? Bien sûr. De la même façon... Peut-être que demain on aura le Bénin, le Burkina, tout ça. Mais bien sûr, par rapport à l'influence de la France, il faut que la Grande-Bretagne montre qu'elle a une autre influence. Parce que déjà, dans la colonisation, la Grande-Bretagne était la première puissance européenne colonisatrice, suivie de la France. Alors après, la France a raflé au-delà de ses colonies pour aller chercher d'autres pays qui sont membres, d'autres pays qui sont observateurs à la francophonie. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne aussi veut sortir de son précaré et s'assurer qu'il y a une influence. Ce n'est pour rien quand on parle aujourd'hui de l'Afrique aux Nations Unies, la France veut parler au nom de l'Afrique. Parce que la France constate qu'elle a une main mise sur plusieurs pays africains d'expression francophone. Donc, c'est une question d'influence. Demain, vous allez nous voir adhérer à quelque chose des États islamiques. On va y adhérer, on va prendre des financements et la vie continue. Donc, c'est juste qu'il faut savoir ce qu'on recherche en adhérant à ces structures. Maintenant, quand vous prenez l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce était censée réglementer tous les challenges. Mais les gens, ils sont pas satisfaits. Aujourd'hui, on parle de ZLECA, zone libre d'échange continentale. C'est beau. Mais demandez-vous, ce sont les industries aujourd'hui en Chine et en Europe qui se délocalisent en Afrique. Maintenant, ils veulent mettre ces produits sous le label africain et pour pouvoir les couler facilement. Donc, certains pays se sont opposés à cette zone de libre-échange justement parce qu'ils craignaient pour leur économie nationale face à la concurrence de ces mastodontes venus d'Asie et d'Europe. Donc, c'est tout un jeu qui est là et quand on le comprend à tête reposée, on ne s'emballe pas, on fait que sourire. Mais nous, notre vraie préoccupation, c'est qu'est-ce que, après les slogans de l'économie bleue, de la lutte contre la piraterie maritime, où on a investi, qu'est-ce qu'aujourd'hui, cette chose va nous rapporter? Des réactions qui sont laissées sur les réseaux sociaux notamment. Il y a cette réaction de Merciful. Il est vrai que le gouvernement par le ministère de l'administration territoriale met à mal les mairies, mais la vérité est que les conseils municipaux actuels ne maîtrisent pas grand-chose. Non, je dirais que c'est dommage qu'on serve ce genre de raisonnement. Les conseils municipaux actuels, on a une loi sur la décentralisation. Ils vont maîtriser quoi d'autre en dehors de la loi sur la décentralisation? On a des services techniques du gouvernement qui sont détachés auprès
des communes pour les questions liées aux finances et autres. Donc, on a des comptables qui sont détachés et autres. Il y a des lois de l'orthodoxie financière. Il y a des dispositions qui sont là-bas. Il faut les respecter. Laissez les gens travailler. Maintenant, qu'est-ce que, par exemple, je vais prendre celui qui est à la base, Jean-Pierre Fabre, qu'est-ce qu'il ne maîtrise pas sur l'adressage des rues? On a constaté à travers la correspondance du ministre de l'administration territoriale qu'il avait fait preuve de graves lacunes en matière de connaissance de sa propre loi sur la question de l'adressage des rues. On l'a constaté. Et aujourd'hui, pour se rattraper encore, on va modifier cette loi pour parler de compétences partagées avec des artifices qui s'accompagnent. Donc, arrêtons d'infantiliser les gens. Aujourd'hui, on me dit que les gens ne maîtrisent pas. Quand je prends mon oncle du Golfe 5, il a fait plus de 2 décennies dans les délégations spéciales. Mais dans son affaire-là, les gens critiquent qu'il y a eu mauvaise gestion, il y a eu tout ça. On a vu les lettres de plusieurs conseillers passer. Donc, moi, je dis il y a 2 choses fondamentales dans une démocratie. La première, c'est que quand on est élu, on est sanctionné par ses électeurs. La seconde, c'est que quand on gère mal les fonds publics, on subit la rigueur de la loi, c'est tout. Le reste, c'est de la politique unir. Il y a cette autre question de Bertrand, en fait, je ne sais pas si c'est une question, oui c'est une question, puisqu'il dit, vous êtes Togolais, dans vos propos, vous incarnez une certaine valeur, compétence et de justesse. Est-ce que l'État togolais a une fois sollicité votre compétence dans un domaine donné? Bon, c'est une question. Bon, je dirais que de toute façon, je reste disponible. Pyramide FM me sollicite, je reste disponible à donner mes appuis, mes initiatives, tant que ce n'est pas pour m'amener à changer de conviction ou pour m'encourager à me taire. Donc, je reste disponible pour tout le monde. C'est noté. Allô? Cet auditeur qui patiente, est-ce qu'on peut l'avoir? Si on l'a pas, nous, allô? Nous parlions de la vie chère et de la situation en Ukraine qui influencerait cette vie chère. Ça fait 4 mois que cette guerre a été déclenchée. On a pensé au départ, en réalité, que ça allait durer quelques jours, parce que la Russie est présentée comme une grande puissance militaire et que l'Ukraine ne tiendrait pas le coup, ne serait-ce qu'une seule semaine. Mais visiblement, cette guerre est en train de durer. Est-ce que vous pensez qu'on ira au-delà de cette année et que la guerre va se transporter jusqu'à l'année prochaine? Bon, je pense que pour que Poutine lance ses opérations, il a fallu qu'un seuil soit atteint pour qu'il entre en action. Et quand vous lisez ce qui se passe aujourd'hui, d'abord, vous constaterez que Poutine, tout ce qu'il a présenté comme armes de nouvelle génération, il ne les a pas utilisées. Il est en train d'évacuer tout son stock d'armes vieillots non utilisées, de logistiques non utilisées. Donc, peut-être que c'est un exercice qu'ils sont en train de faire. Mais l'objectif, il est clair. Poutine ne peut pas prendre l'Ukraine aujourd'hui au 21e. On est au 21e siècle, non? Voilà. Mais Poutine peut s'approprier la zone soviétique ou bien la zone russophone de l'Ukraine. Et vous allez voir que depuis le début, les gens se sont mobilisés à Kiev et Poutine a essayé de répartir ses troupes pour prendre et dessiner une nouvelle carte. Je pense qu'il est en train de dessiner une nouvelle carte. Il va constituer une voie d'accès et créer un nouveau mur de fer pour protéger la Russie-État. Donc, c'est une évidence que ce conflit, il va continuer des années et des années parce que même quand on trouvera un accord, il y aura toujours quelques petits soubresauts, ça et là. Mais une chose est certaine, Poutine est décidé à montrer qu'il ne veut pas s'amuser. Et moi, ce qui me fait rire dans cette affaire, c'est qu'au même moment où on demande aux gens de tempérer, c'est à ce même moment où on arme les gens pour continuer la guerre. Et c'est un peu comme ce qu'on a fait en Libye. On sait aujourd'hui où sont ces armes. Aujourd'hui, toutes ces armes qui sont balancées en Ukraine, à un moment donné, on ne saura plus où elles sont. Et vous allez voir des Ukrainiens qui vont s'éparpiller dans beaucoup de pays. Vous allez voir, il y a déjà des immigrés en Ukraine qui n'ont plus d'avenir, qui ont aujourd'hui des armes en main. Donc l'insécurité va être grandissante dans plusieurs régions, que ce soit en Russie, que ce soit du côté de l'Europe classique. C'est une réalité. À l'entente de la guerre, on a craint une troisième guerre mondiale parce que beaucoup de gens l'avaient évoqué. On en parle de moins en moins. Est-ce que cette crainte-là, elle est dissipée? Non, je pense que
la troisième guerre mondiale, s'il faut en parler, elle est en cours et c'est en Afrique. Parce que c'est en Afrique que toutes ces puissances viennent se faire une guerre par interposition. Depuis les 3 dernières décennies, on a vu comment est-ce que les pays africains sont envahis par plusieurs guerres dont elles n'ont pas demandé grand-chose, mais des gens ont des financements, des gens ont des soutiens, et on sent que soit c'est un camp qui arme, ou c'est un autre camp qui arme. Le seul scandale aujourd'hui, c'est que ça se passe en Europe, et les gens trouvent que les Européens sont tellement avancés qu'ils ne doivent plus se livrer à de telles barbaries. Mais les gens n'ont aucun ressentiment quand ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, on peut dire qu'on a ouvert les frontières aux Ukrainiens, ce que nous saluons d'ailleurs. Mais quand mes cousins venaient de la Syrie, quand mes cousins viennent de la Palestine, et même de certains pays africains, on leur a fermé la frontière parce qu'on dit qu'il n'y a rien chez eux. Donc ce sont là certaines réalités qui nous permettent aujourd'hui, en tant qu'Africains, de mieux apprécier le contexte international et de savoir éviter les émotions ou bien jouer à l'intellectuel, comment dit-on, giratoire. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes dans une crise géostratégique. L'Afrique réalise qu'elle peut aussi se donner les moyens de se positionner parce que soit tu as une puissance militaire, soit tu as une puissance économique. La Chine est devenue une puissance économique avant de devenir une puissance militaire. Aujourd'hui, l'Afrique peut devenir une puissance économique et c'est une occasion à ne pas rater. Est-ce qu'elle peut devenir aussi une puissance militaire? Puisque on a constaté qu'avec la guerre en Ukraine, presque toutes les puissances ont recommencé par s'armer. Bon, vous savez, depuis le début, moi je dis, déjà avec la guerre atomique, la bombe atomique, quand vous avez la bombe atomique, il faut être inhumain pour chercher à faire pire que ce que la bombe atomique peut faire. Malheureusement, les deux blocs l'ont déjà fait. Ils sont allés même au-delà avec des armes qui sont mieux que la bombe atomique en termes de destruction. C'est de l'inhumanité. Maintenant, en termes d'armement, c'est de la blague aussi. Pourquoi je dis c'est de la blague? Ils vont payer ces armes où? C'est les États-Unis qui se font de l'argent aujourd'hui. C'est l'Amérique qui se remplit la poche. C'est l'Amérique qui va envoyer du gaz liquéfié. C'est l'Amérique qui va transférer du pétrole en Europe. Bref, on est dans une approche où l'économie américaine est en train de reprendre... Un peu comme à la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Aujourd'hui, vous avez vu le dollar durant ces derniers temps. Comment est-ce que le dollar a pris vraiment de l'envolée? Donc, dans tous les cas, aujourd'hui, on est dans un contexte où, même si l'Allemagne aujourd'hui veut se réarmer, je pense que l'Europe, en tant que construction, était arrivée à un niveau où on ne parlait plus d'armée. Maintenant, ils veulent s'armer contre qui? Si c'est pour se défendre, tant mieux. Mais si c'est pour venir fatiguer les gens ailleurs, ils n'ont qu'à rester là-bas. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui nous ouvrent les yeux et qui nous permettent d'apprécier que nous avons des atouts, nous avons un potentiel que nous pouvons faire en Afrique au lieu de se calquer exclusivement sur la réussite des gens de l'outre-mer. Vous avez fait tantôt allusion à la Libye et on sait la suite de l'intervention de l'OTAN en Libye, le Sahel qui est totalement sous contrôle relativement des... On a vu en Irak, on a vu sur quel argument fallacieux les gens sont allés en Irak pour détruire ce pays. L'Afghanistan, près de 20 ans après, on a vu comment est-ce que l'ennemi qu'on est allé pour abattre, on a fini par lui laisser le pays pour revenir. Donc je pense que aucun idéal, c'est la même chose que je dis, Poutine ne peut pas imposer l'idéal russe aux Ukrainiens. Il va avoir des zones fortes, mais il y aura toujours des soubresauts. Donc c'est toujours comme ça. Le seul moyen, le seul langage qu'on a aujourd'hui dans notre monde, c'est celui des relations commerciales et autres. C'est celui de l'humanité. Et il faut savoir le cultiver. C'est ce que vous prenez. Mais visiblement, ce n'est pas ce qui est le plus partagé. Justement, parce que se battre, ça donne beaucoup plus d'argent. Hein. Payer les armes, déployer les gens, faire quelques contrebandes, tout ça, ça rapporte plus. Dans le Sahel, justement, il y a sans doute toutes ces contrebandes et avec le développement des attaques dites terroristes. Le Togo en a eu pour son compte récemment. Vous n'étiez pas au pays quand c'est arrivé. Oh oui, je n'étais pas là. Comment vous avez réagi à ça? Non, je pense que pour moi, il faut toujours avoir une pensée pour les victimes de ce genre de situation.
Et au-delà de ça, il faut réitérer au gouvernement togolais que toute solution, le problème à cette menace ne se trouve pas seulement dans les muscles ou dans les militaires. Il faut aujourd'hui une approche civilo-militaire pour régler ce problème. Il faut aujourd'hui que les Togolais puissent le comprendre. Mais si le Togolais n'est pas content du militaire, et ça j'en parle parce que vous savez, depuis 2017, on a vu comment est-ce que certaines localités de l'intérieur ont été postures où aujourd'hui, elles n'ont pas une bonne perception de l'homme en tenue. J'en parle de chez moi, Mango, vous prenez Sokodé. Donc vous voyez toutes ces zones-là où vous continuez pas à les étouffer en parlant d'état d'urgence militaire, c'est que l'inimitié ne va que continuer par s'agrandir. Il faut aujourd'hui qu'on puisse être capable de créer un dialogue civilo-militaire dans ces zones. Ce n'est pas les slogans, ce n'est pas les déclarations tape à l'œil qu'on vient faire, non. Il faut aujourd'hui que les Togolais puissent savoir que leurs compatriotes militaires sont des frères. Il faut qu'aujourd'hui les Togolais puissent savoir qu'un militaire qui viole des droits de l'homme peut être sanctionné. Il ne faut pas que la culture de l'impunité prospère. C'est tout cela qui est un terreau favorable au terrorisme. Donc l'injustice, l'impunité, il faut aujourd'hui poser des actes dans ce sens. Il faut aujourd'hui rétablir les gens, des gens qui ont été victimes. Ce n'est pas comme on a souffert dans ce pays, on est allé s'engager devant des Togolais en parlant de la réconciliation, en travaillant pour la CVJR, et quelques années après, on est encore en train de mater les gens. Non, ça c'est des cycles qui ne vont pas faciliter les choses. Il faut aujourd'hui qu'on puisse s'asseoir dans la région des savanes et voir comment est-ce que les civils et les militaires peuvent travailler. Pas en terrorisant les civils, mais en faisant d'eux des alliés. Quand on évoque la lutte contre le terrorisme, la question de la préservation ou du respect des droits de l'homme est une question qui est posée. Comment concilier les deux? Non, c'est conciliable. C'est conciliable quand vous renforcez d'abord et vous mettez fin à l'impunité. C'est-à-dire, il y a le droit international humanitaire aujourd'hui. Il y a le droit international des droits de l'homme. Il faut que tous ces droits soient respectés dans le cadre de ces activités. Si ces droits sont respectés, je pense qu'il n'y a pas de débat. Mais si ces droits ne sont pas respectés, mais qu'on justifie plutôt au nom de la lutte contre le terrorisme pour violer les droits, vous savez, dans ce pays, on a vu au nom de Covid, on a fait plus de victimes que le Covid même à l'époque. On a vu des gens mourir inutilement à cause de la barbarie des éléments déployés. On a vu des gens blessés sauvagement à cause de cette affaire de Covid. Donc, à chaque fois, quand vous prenez une urgence et que vous ne prenez pas une approche pédagogique, ne vous attendez pas à un succès. Aujourd'hui, je l'ai dit au début de cette émission, plusieurs Togolais sont terrorisés même par la force publique. Ils n'ont même pas envie de sortir parce qu'ils ont peur de la réaction de la force publique. Ça s'arrête là. Mais plus ça continue, dans certaines zones qui sont martyrisées, les gens vont continuer par défier le pouvoir et les gens ne vont pas collaborer parce que tout réside dans la collaboration. Ce n'est pas une question de déploiement militaire ou de logistique. On a vu toute la logistique qui est déployée aujourd'hui au Mali et on voit ce que ça crée. On voit au Niger, on voit dans d'autres pays où le Nigeria, qui avec le Comog matérialisait la puissance militaire ouest-africaine. Mais aujourd'hui, on a vu ce que Boko Haram a fait dans ce pays depuis des années. Qu'on veuille ou pas, l'ennemi vient de l'extérieur, mais il y a toujours quelqu'un à l'intérieur qui lui apporte un coup de main. Et la plupart du temps, celui qui apporte un coup de main à l'intérieur, c'est quelqu'un qui se sent exclu, isolé par ses frères. Il nous reste quelques secondes. Vous allez les utiliser pour conclure. Bon, pour conclure, je dirais que, bon, vous savez, on essaie, quand notre agenda le permet, de faire notre part en donnant nos opinions, en orientant les uns et les autres. Mais ce n'est pas un travail aisé. Parfois on est découragé, parfois on est démotivé. Mais on reste convaincu que nous avons un rôle devant l'histoire. C'est celui de dire, est-ce que nous avons fait notre part? Et je pense que c'est ce qu'on essaie de faire. J'invite les uns et les autres, parfois, au lieu de faire juste des raisonnements partisans ou bien pour défendre leur peine d'aujourd'hui, à se projeter. C'est ça que nous voulons. Moi, je veux dans 50 ans que le Togo soit une référence. Je veux dans 50 ans que le Togo puisse être vraiment un acteur clé stratégique, tant parce que les Togolais sont fiers d'être Togolais, parce que les Togolais sont heureux de rester au pays. Et ça, c'est des visions, c'est des projections. Et pour y arriver,
on n'a pas forcément besoin de se cacher derrière un parti politique. On peut le faire en se mettant ensemble comme des Togolais. Merci beaucoup, Madi Diabakate. Vous êtes essayiste et politologue togolais. L'émission s'achève. Merci à Romaric Freitas pour la mise en onde technique. Moi, je suis Pierre Watiobé. Très bonne suite de programme sur Pyramide FM. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.